Les 10 Européens se retrouvent une nouvelle fois autour d'un tapis vert, mais cette fois, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Fontainebleau sont condamnés à trouver un accord. La disparition de Michel Foucault, philosophe et historien, il était l'un des maîtres de la pensée française. L'animateur du club Méditerranée, tué au large des côtes albanaises, est probablement mort sous les balles des gardes-côtes de ce pays. Julia Miguenes à Paris pour 3 concerts exceptionnels. Carmen est ce soir l'invitée de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire de la construction européenne semble à ce point faite de répétitions que l'on ne sait plus guère quelle importance donner aux innombrables sommets qui l'ont ponctué. Pourtant, celui qui s'est ouvert aujourd'hui à Fontainebleau, sous la présidence de la France, ce sommet ultime prend un relief bien particulier car on y joue vraiment le sort de l'Europe agricole. Ce n'est pas tellement que les positions respectives aient beaucoup évolué depuis la dernière réunion, encore que la Grande-Bretagne, dont l'attitude bloquait la négociation, encore que Londres ait fait savoir qu'il souhaitait un succès. En fait, c'est la situation elle-même qui a changé. Aujourd'hui, la communauté n'a plus d'argent pour payer sa politique agricole, qui est pourtant la seule réalisation vraiment concrète de l'Europe. Et si les 10 ne se mettent pas d'accord, les caisses seront vides au mois d'octobre. C'est à cette réalité que sont confrontés les négociateurs de Fontainebleau. Nous retrouvons sur place Georges Bortoli. Les Verts étaient là. Des manifestants allemands, français, italiens, venus réclamer davantage d'Europe, moins de frontières, bref, une meilleure union entre nos vieux pays. Au fait, qui donc disait que les jeunes ne s'intéressent pas à la construction européenne? Au château de Fontainebleau, François Mitterrand, président pour 6 jours encore de la communauté, accueille l'Irlandais Fitzgerald qui lui succédera le 1er juillet à cette présidence. Madame Thatcher, à la séance de cet après-midi, parlera du sommet des industrialisés de Londres qu'elle a présidé. Et M. Mitterrand rendra compte à tous ses collègues de son récent voyage à Moscou, donc de l'état des rapports Est-Ouest. Les 10 commencent donc par un grand tour d'horizon de politique internationale avant d'en venir à leurs problèmes propres, les problèmes européens. Et là, chacun attend les propositions de l'autre. Messieurs les Français, tirez les premiers, semble dire Mme Thatcher. Un premier round, un round d'observation. Donner un nouvel élan à une Europe qui se sclérose, imaginer des politiques nouvelles, créer une véritable union européenne au lieu de s'en tenir à cette sorte de club trop souvent désuni, tels sont les objectifs que la présidence française a souhaité voir examinés ici au château de Fontainebleau. Malheureusement, les grands desseins ne suppriment pas les vieux contentieux financiers, par exemple l'éternel problème du chèque britannique, un problème que les 10 ne cherchent d'ailleurs pas à contourner, puisque dès ce soir, au contraire, ils l'ont remis sur le tapis. D'espoir en déconvenu, les sommets européens se sont donc succédés depuis 1 an. On s'attendait à ce qu'ils règlent les problèmes et toujours, il y a eu quelque part quelque chose qui empêchait de parvenir à un accord. Philippe Sassier. Stuttgart, juin 1983. Derrière les sourires des chefs d'État et de gouvernement, il y a les soucis. Tous savent que l'Europe, qui fête ses 25 ans, arrive à un tournant de son histoire où la menace un énorme fossé, le déficit financier. Commence alors une partie de bras de fer entre ceux qui veulent dépenser moins et ceux qui réclament qu'on cotise plus. Premier avocat des économies à faire, l'Angleterre. Elle verse plus qu'elle ne reçoit. 14 milliards de francs. Et elle réclame qu'on lui rende 9 milliards. Elle refuse toute augmentation des cotisations. Il n'y a pas que vous qui soyez pauvres, lance François Mitterrand à Maggie Thatcher. Le ton est donné entre celle qui défend son porte-monnaie et celui qui défend ses agriculteurs. On se donne 6 mois pour réfléchir. Athènes, décembre 83. Ce petit déjeuner entre François Mitterrand et Maggie Thatcher est un mini-événement historique. La France et l'Angleterre partagent leurs croissants, mais moins que jamais, leurs idées sur l'Europe. Ce sera l'échec. Il y a des saluts amicaux, mais pas le moindre accord. La France, qui devient présidente de la communauté pour 6 mois, sait que la politique agricole est la pièce majeure de cet invraisemblable puzzle européen qu'il faut reconstituer. Elle sait que le budget agricole ne peut plus être un gouffre sans fond. Elle devra accepter de diminuer la production laitière et devoir ralentir la progression des dépenses agricoles. Bruxelles, mars 84. La France a préparé cette réunion en faisant régler plusieurs dossiers. Mais c'est de nouveau l'échec. Les Anglais réclament toujours 9 milliards de francs, on leur en propose 7. Une crise pour si peu d'argent, direz-vous? En fait, il s'agit moins d'une histoire de gros sous
que de conceptions différentes de l'Europe, de ses mécanismes, de son financement. François Mitterrand, rencontrant Maggie Thatcher une nouvelle fois à Paris le 4 mai dernier, sait très bien que les paysans français, grecs et italiens n'ont pas les mêmes intérêts que les commerçants et les industriels britanniques. C'est pourquoi le chancelier allemand et le président français veulent redonner un souffle politique à l'Europe. Mais à Fontainebleau, comme à Bruxelles ou à Athènes hier, ils entendront une voix féminine et familière leur murmurer « I want my money back, rendez-moi mon argent ». On a appris tout à l'heure la mort d'un grand leader paysan, Bernard Lambert, qui était porte-parole des travailleurs paysans, est mort dans un accident de la route. La presse d'aujourd'hui s'accorde à reconnaître l'immense succès de la manifestation organisée hier à Paris par les défenseurs de l'école privée. Une manifestation qui a très largement dépassé les objectifs des organisateurs. Un défilé qui s'est déroulé dans l'ordre tout au long de la journée. Seuls quelques incidents en fin de soirée ont opposé des éléments incontrôlés aux forces de l'ordre dans le secteur du quartier latin. Aujourd'hui, le temps est à la réflexion. Les responsables de l'enseignement privé souhaitant renouer le dialogue avec le gouvernement, fort de la réussite de leur mouvement. Du côté de la majorité, on rappelle en écho que la liberté n'est pas en cause dans la loi Savary et que la paix scolaire est un impératif. Et dans Antenne de Midi, Marcel Debarge demandait pour le Parti socialiste que chacun se donne le mal de lire cette loi avant de la juger. Alors c'est dans ce climat que François Mitterrand, qui était à Montsauge dans la Nièvre ce matin pour dévoiler une plaque commémorant l'incendie de cette ville le 25 juin 1944 par l'armée allemande, François Mitterrand a prononcé quelques mots dont on peut penser qu'ils étaient aussi une allusion à la polémique parfois vive sur l'école et à la manifestation d'hier. Il faut savoir se réconcilier, mais il faut aussi savoir garder en mémoire les causes de ces malheurs et de ces barbaries. Ce sont toujours les mêmes de fanatisme et la volonté de puissance. Le refus de comprendre les autres. Bref, l'interdiction de se comprendre. Contre quoi, avec d'autres, je lutte de toutes mes forces pour que les Français se comprennent et fassent triompher leur raison, celle de l'esprit, avant que ne gagne celle du cœur, à moins que celle du cœur n'éclaire celle de la raison. Nous y parviendrons. De son côté, le porte-parole du gouvernement a affirmé dans un communiqué que non seulement la liberté n'était pas en cause, mais encore que la paix scolaire est donc un impératif pour Roland Dumas. La liberté appartient aujourd'hui à tous les Français, nul ne la détient en particulier et personne ne peut s'en arroger la défense exclusive. Voilà donc pour les faits et les déclarations au lendemain de l'imposante manifestation de l'enseignement privé à Paris. Reste maintenant l'analyse. Que peut-il se passer après la démonstration d'hier et que peut faire le gouvernement? Le commentaire d'Albert Duroy. Il y a deux hypothèses. D'abord, chacun peut rester sur ses positions. Le gouvernement peut refuser de céder devant la pression de la rue et l'enseignement privé, après la réussite de sa manifestation, peut revendiquer qu'on lui donne satisfaction sur tout. Dans cette hypothèse de crispation générale, le débat qui doit s'engager au Sénat en plein mois de juillet tournera vite à la guérilla interminable et l'énervement risque de s'amplifier pour l'été et même pour l'automne. Ou bien, de part et d'autre, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, on en met dans les rouages, et le débat parlementaire, au Sénat puis à nouveau à l'Assemblée, permet de trouver des arrangements sur certains points délicats. Cette deuxième hypothèse de modération semble aujourd'hui utopique, car la marge de manœuvre est étroite. Pour le gouvernement d'abord, qui, en faisant trop de concessions, mécontenterait les laïcs, déjà persuadés d'avoir beaucoup cédé. Pour les responsables du privé aussi, dont les troupes risquent désormais de ne pas se contenter de quelques améliorations. En réalité, chacune des deux parties a été poussée vers l'intransigeance, l'une par la frustration et l'autre par le succès. Les deux principaux personnages de l'État, le président de la République et celui du Sénat, doivent se rencontrer jeudi matin. À défaut d'être d'accord sur le fond, peut-être seront-ils partisans l'un et l'autre de retarder les échéances parlementaires. Au degré de tension que l'on a atteint, seul le temps peut permettre de renouer les fils du dialogue et d'apaiser les passions qui, dans cette affaire comme toujours, sont excessives.
En politique, à noter aussi une déclaration de François Léotard pour le secrétaire général du Parti républicain. La possibilité d'un accord avec Jean-Marie Le Pen n'est pas exclue pour les prochaines élections législatives. Tout dépendra du mode de scrutin choisi par le président de la République. Un nouveau délai de grâce pour Creusot-Loire. La première entreprise française de mécanique lourde devait connaître aujourd'hui son sort avec la menace très aiguë d'un dépôt de bilan. Le jugement du tribunal a été reporté au 28 juin. C'est le 5e report dans cette affaire. Roselyne Cosca. Surprise au tribunal de commerce de Paris cet après-midi. C'est la société Creusot-Loire qui demande le report de la décision de règlement judiciaire. Pour la plupart des parties concernées, les pouvoirs publics et les banques, c'est le signe que la société du Creusot est aujourd'hui d'accord pour entrer dans une phase réelle de négociation. Ces négociations tournent toujours autour du même principe. Un groupe d'investisseurs sauve Creusot-Loire, mais en passant, il prend le contrôle de tout ou partie de l'ensemble en Pinche-Nègre. Différentes moutures de ce plan étaient proposées au président de Creusot-Loire. Il semble qu'aujourd'hui, Didier Pinot-Valenciennes soit sur le point d'accepter une formule cédant à des banques et à Framatome, le numéro 1 français du nucléaire, le contrôle de Schneider SA, société mère de Creusot-Loire. Sur ce thème, des négociations vont commencer rapidement. Restent 3 jours pour éviter à Creusot-Loire ce qui serait la plus grande faillite de l'histoire industrielle de la France. À noter le départ de Raymond Lévy, qui était à la présidence de l'un des 2 géants français de l'acier, le groupe Usinor. Monsieur Lévy sera remplacé par René Loubert. À noter aussi que l'État s'apprête à lancer son 2e emprunt de l'année. Il se montera à 12 milliards de francs en 2 tranches, la première de 4 milliards sur 8 ans au taux de 12,80% et l'autre de 8 milliards sur 12 ans à un taux révisable qui est initialement fixé à 12,30%. Chaque année, à pareille époque, l'INSEE publie une sorte de photo-bilan de l'économie française. Un rapport connu par les spécialistes sous le nom de Compte de la Nation. Un document fort intéressant car il décrit les grandes tendances de l'année précédente. C'est ainsi que le rapport pour l'année 83 relève tout à la fois une amélioration du sort des entreprises, une baisse du pouvoir d'achat des particuliers, tout en relevant que la crise touche plus les salariés que les entreprises. Martine Gilles. 2 bonnes nouvelles. D'abord, la meilleure santé des entreprises. Elle s'explique à la fois par une plus grande productivité et, je cite l'INSEE, par la faiblesse des impôts payés par les sociétés. Du mieux aussi du côté du commerce extérieur. La France exporte plus, elle a pratiquement équilibré ses échanges au second trimestre 83. Reste 3 points noirs. La dégradation du pouvoir d'achat. Si l'on tient compte de l'ensemble des revenus des familles, il a baissé en moyenne de 0,3% l'an passé, parce que bien sûr les salaires ont moins augmenté, de même que les prestations sociales. Conséquence directe de cette baisse du pouvoir d'achat, la croissance en France est nettement moins forte que chez nos partenaires, plus 0,9% contre 2,4% dans l'ensemble des pays industrialisés. 3e point noir, l'emploi. En 83, la France a perdu 200 000 emplois. Enfin, une surprise. Nous avons enregistré l'an passé la plus forte baisse de population active depuis 50 ans, ce qui s'explique à la fois par l'abaissement de l'âge de la retraite et par une plus longue scolarité des jeunes. Voilà. L'animateur du club Méditerranée, mort au large des côtes albanaises à la suite d'une partie de pêche sous-marine. Le jeune homme a très probablement été tué par les gardes-côtes albanais qui avaient tiré sur lui et ses 2 compagnons. L'autopsie pratiquée sur le corps de Jean-Marie Masselin montre qu'il a reçu une balle en pleine tête. Bernard Marchetti. Jean-Marie Masselin. Il est mort d'une balle dans la tête. Ses 2 compagnons de pêche accusent des soldats albanais. Tous les 3, animateurs du club Méditerranée de Corfou, ils s'étaient approchés des côtes albanaises. La carte va montrer la distance, combien la distance est courte. De retour à Biarritz, l'un des 2 rescapés raconte. C'est que nous pensions être en Grèce, nous pensions que c'était des soldats grecs. Et après avoir essayé de discuter avec eux, nous sommes vite rendus à la raison que c'était des soldats albanais. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils parlaient en albanais, on ne comprenait absolument rien, nous faisaient signe de venir. Ils nous montraient la tête entre les 2 yeux avec le fusil, qu'ils allaient nous tirer entre les 2 yeux. C'est tout ce qu'ils nous faisaient comme signe, c'est tout ce que nous comprenions. Et quand on a aperçu le moment où ils allaient nous tirer dessus, on est passé les 3 sous le bateau pour se protéger. Et ils ont criblé le bateau de balles, vous voyez les impacts sur le moteur, sur les fusils, sur divers éléments, les boîtes tupperware. À l'ambassade d'Albanie à Paris, on récuse toutes ces accusations. Selon le communiqué publié, les soldats garde-côtes n'auraient pas ouvert le feu sur les Français. Il y a 34 ans qu'on est à cet endroit, il y a
bientôt 25 ans ou 26 ans que les Albanais ont pris cette position. Nous n'avons jamais eu d'incident. Tout le monde sait qu'il ne faut pas y aller, mais vous ne pouvez pas empêcher 3 hommes jeunes de faire une virée et de commettre un peu d'imprudence. Ce qu'on ne peut pas admettre, c'est qu'une imprudence aussi sotte que celle-là soit payable du prix de la vie. L'Albanie est un pays fermé qui ne permet pas qu'on approche ses frontières, comme en d'autres pays communistes, la crainte de l'espion l'emporte sur toute autre considération. Effectivement, l'Albanie, dont les soldats seraient responsables de la mort du jeune homme, est sans doute l'un des pays les plus secrets du monde. Un pays qui vit renfermé sur lui-même, sans aucun contact vers l'extérieur. Cela explique, en partie, sans la justifier, la violence de la réaction des gardes-côtes. Michel Soulovici. L'Albanie, un petit pays aux portes de l'Europe. Un autre monde à moins de 2 heures d'avion de Paris. L'Albanie, c'est d'abord lui, Enver Hoxha, un homme au pouvoir incontesté depuis 40 ans, une main de fer pour diriger l'un des pays les plus fermés au monde. Son style de gouvernement, le culte de la personnalité. Son modèle, Staline. Enver Hoxha dit de lui, c'était un homme modeste, très aimable, qui n'imposait jamais son opinion et ne donnait jamais d'ordre. Stalinisme, culte de la personnalité, ultranationalisme, 3 principes de vie pour les 3 millions d'Albanais, isolés dans ce pays montagneux devenu république populaire et socialiste après la libération. Une victoire sur les envahisseurs italiens et allemands, une victoire conduite par Enver Hoxha. Depuis, cet homme a rompu avec tous ses alliés. Tout d'abord en 1948 avec son voisin yougoslave, puis en 1961 avec l'Union soviétique. L'Albanie entretient alors les meilleurs rapports du monde avec la Chine de Mao et de Zhou Enlai. Mais en 1977, la Chine est à son tour dénoncée comme un des centres de la contre-révolution mondiale. 3 ruptures éclatantes pour ce pays qui vit en autarcie et sur pied de guerre, imaginant des ennemis prêts à envahir Tirana. L'Albanie se veut citadelle assiégée. Pour ses militaires, tout intrus est un espion déguisé. La navette spatiale américaine Discovery est toujours sur son pas de tir aux États-Unis. Le lancement a été interrompu une demi-heure tout juste avant qu'elle ne s'envole dans une gerbe de flammes comme d'habitude. Les experts ne sont pas parvenus apparemment à régler un problème de dernière minute qui concernait les ordinateurs. Le vol est donc reporté de 24 heures avec une inconnue, la météo, car on s'attend à l'arrivée d'un orage au-dessus de Cap Canaveral. Le tournoi de tennis de Wimbledon en Grande-Bretagne débutait aujourd'hui. C'est l'un des grands tournois du circuit, comme l'on dit. Et puisque nous sommes en Angleterre, on respecte les traditions. Il en est une qui veut que le gagnant du précédent tournoi de Wimbledon ouvre la fête. C'est donc John McEnroe qui usait les premières balles face à Paul McNamee. Lionel Chamoulo. L'Angleterre est en état de choc. Il y a quelques jours, en finale du Queen's, McEnroe traitait l'arbitre de chaise d'idiot. À Wimbledon, il est sous haute surveillance, inscrit sur les petits papiers des juges arbitres, et ce n'est pas du vent. McEnroe tient absolument à être correct, ici même, sur une balle litigieuse contre lui. Mais qu'est-ce que cela lui coûte de se taire? McEnroe retrouve avec plaisir le gazon londonien, et McNamee, l'Australien, a bien du mal à surprendre l'Américain. McEnroe remporte les 2 premières manches, 6-4, 6-4. Au 3e set, McNamee sert mieux, il pousse McEnroe au tie-break et l'emporte 9 points à 7. Quatrième manche, voici le point le plus spectaculaire de ce match d'ouverture avec en prime le sourire de McEnroe, c'est rare. La balle de match, dans cette dernière manche, McEnroe s'est fâché, il s'impose 6-1. McEnroe, le favori, n'a pas manqué son entrée dans le tournoi. La mort de Michel Foucault, le philosophe et historien français qui était professeur au Collège de France, est mort aujourd'hui dans un hôpital parisien. C'était une personnalité de premier plan qui disparaît ainsi, un penseur non conformiste à qui l'on doit des pages tout à la fois troublantes et magnifiques. On lui doit notamment une histoire de la folie tout à fait bouleversante. Hervé Brusini. Michel Foucault n'aimait guère la télévision.
il y a 8 ans. Pourtant, il avait accepté de venir à l'émission Apostrophe, mais il avait refusé d'y parler de La volonté de savoir, son dernier ouvrage de l'époque. Eh bien, je ne vais pas parler du mien pour une raison. Première raison, c'est qu'au fond, on écrit des choses un peu parce qu'on les pense, mais aussi beaucoup pour ne plus les penser. Et puis ensuite... Car l'intellectuel Foucault aimait rire. Au beau milieu de ses livres, assis devant sa machine à écrire, l'image de celui qui revendiquait le terme d'intellectuel, même si, disait-il, cela doit donner la nausée à certains, eh bien cette image cadrait mal avec le comportement classique du philosophe. Foucault essayait d'être hors institution, hors d'elle pour mieux en parler. Après Histoire de la folie, Naissance de la clinique et Surveiller et punir, pour ne citer que ces 3 livres-là, ni la psychiatrie, ni l'hôpital, ni la prison ne pouvaient être envisagés de la même manière. Foucault avait cette capacité rare de transformer le regard des gens sur les choses, sur eux-mêmes, et jusqu'à leur sexualité. Avec ces 2 derniers livres, Foucault tente de réinterroger notre morale quotidienne. Il en fait l'histoire comme il a pu le faire pour tous les autres sujets qu'il a traités, avec, disait-il, beaucoup de naïveté et un peu d'innocence. Remarque malicieuse d'un intellectuel qui était toujours sur le qui-vive de l'actualité de son temps. Foucault était allé en Pologne, et cela avait provoqué une importante discorde entre lui et le gouvernement. Nous, je crois qu'en Europe et en France en particulier, nous devons poser le problème de la Pologne, du fait qu'il y a à notre frontière un pays, il y a, partageant l'Europe, une ligne qui délimite et parque une série de pays dans lesquels... Foucault était inquiet du régime que l'on fait subir à la vérité dans toutes les sociétés d'aujourd'hui. Foucault est mort. Suffisamment posé dans ces termes. On s'est beaucoup interrogé sur l'Europe du charbon et de l'acier. On s'est beaucoup interrogé sur l'Europe... Un hommage à la grâce maintenant avec notre invitée, la chanteuse et comédienne Julia Mirenes. Elle est à Paris pour 3 concerts au Palais des Congrès les 27, 28 et 30 juin. Elle chante non seulement très juste, mais elle parle aussi fort bien. Vous allez l'entendre dans un instant. Mais auparavant, France Roche nous brosse son portrait. Julia Mirenes-Johnson n'est pas seulement Carmen. On va l'entendre en Louise, en Madame Butterfly, en Maria de West Side Story, en Mimi de la Bohème avec les 65 musiciens des concerts colonnes. L'entendre, pas seulement. Tour à tour gourmande, inquiète, passionnée, enfantine, tentatrice, c'est une chanteuse qu'on regarde autant qu'on l'écoute. La voici, Paris oblige, dans la valse des lilas de Michel Legrand. Au fond des nuits, les souvenirs abandonnent ta vie, c'est qu'ils ne peuvent rien qu'entreoublier. Bonsoir Julia Mirenes. Alors la grande nouveauté à Paris, c'est que vous allez danser, pas seulement chanter. Pourquoi pas? Vous avez appris à danser, c'est votre premier métier, je dirais. Oui, oui, actuellement j'ai voulu être une danseuse, mais j'ai trouvé, je suis trop petite, un peu trop ronde, et j'ai laissé ça pour chanter. Mais j'aime toujours danser, et si j'ai la possibilité, un tout petit peu danser, je danse. C'est très inhabituel, vous êtes passé donc de la danse à la comédie musicale, puis à l'opéra. C'est très inhabituel dans ce métier. Oui, mais ça c'est ma vie. J'ai commencé très jeune et comme ça j'ai fait tout pour ma vie, pour gagner de l'argent. Et s'il y a une possibilité de danser, j'ai dansé et j'ai chanté. Et si ça a été un musical, bon, j'ai fait ça. Mais toujours j'ai aimé le monde classique. Et c'était pour moi une but, juste pour moi, pour chanter. Et tout d'un coup, j'ai réussi vraiment bien fait. Mais j'ai pas perdu l'autre monde que je suis. Et comme ça, je suis une double personnalité. Alors, on vous connaît assez bien en France, grâce à Carmen notamment. On connaît vos goûts, on connaît votre talent. Vous êtes même allé chez Jacques Chancel, ce qui est tout dire. Pourtant, on connaît mal vos débuts. Vous me disiez avant ce journal que vos débuts étaient quand même marqués par la pauvreté. Ah oui, c'était très difficile. Si on est pauvre, mes parents étant immigrants, comment on dit ça? Les immigrés. Les immigrés.
ma mère et nous étions 5 enfants. C'était vraiment dur. La ville a payé pour nous. Et pour nous, quand j'ai chanté, mes parents ont vu c'est une possibilité de gagner l'argent. J'ai jamais vu l'argent. Vous avez commencé à 3 ans dans Madame Butterfly. Oui, oui, oui. C'était très drôle, mais c'était vraiment un choc pour moi, cette musique. Mais c'était un choc positif. C'était pour moi un monde qui était pour moi une chose que j'ai jamais écoutée. Et ça a resté avec moi. Et vous avez su à ce moment-là que votre carrière serait dans l'opéra? Non, j'ai voulu actuellement danser, chanter, music hall. Mais ma mère a dit quand j'étais très petit et mes sœurs apprenaient le musical sur le radio, oui. J'ai trouvé toujours le classique. Elle a dit, j'ai trouvé toujours le classique parce que c'était quelque chose pour moi. Ah, vous avez commencé dans la pauvreté de façon très simple. Aujourd'hui, vous êtes au sommet. Qu'est-ce que vous pensez de ce milieu un peu clinquant qu'est le milieu du spectacle? Le spectacle show business. Show business. Je trouve que tous les moyens pour communiquer, musique, pour tous les gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas le classique, mais ça touche quelque chose de claque, quelque chose de drôle, quelque chose qui est un peu comme ça. J'adore ça, si ça c'est bien, j'adore ça moi-même. Aussi le rock, si ça c'est bien fait, je suis in heaven. Vous avez beaucoup de feu pour en parler en tout cas. L'autre amour de votre vie, ce sont vos filles. On ne les voit jamais avec vous. Ah non, ils sont là avec moi. Si je suis plus long que 3 semaines, ils sont toujours avec moi. Si ça c'est 3 semaines, non, parce que la différence entre New York et Europe est 6 heures différence. Et comme ça, ils dorment 3 heures le matin jusqu'à... c'est trop difficile. Elles chantent, elles dansent? Oui, ils sont très doués, tous les deux. Je suis très fière. Julia Mirenes, merci beaucoup d'être venu chez nous. Je présente votre tout dernier disque, le voici. Il va sortir ces jours-ci. Je crois qu'il est déjà d'ailleurs dans les boutiques. On y retrouve notamment tout ce que vous allez chanter à Paris pendant ces 3 jours. Voilà la météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui a mis un costume pochette aujourd'hui. Ah oui, pochette jaune, costume jaune pour saluer l'anticyclone des Açores qui pousse, il pousse l'anticyclone. Regardez la photo satellite, il va nous donner du bon temps. Il y avait déjà du beau temps. Ah oui, il y avait déjà du beau temps sur toute la moitié sud du pays. Aujourd'hui, au nord aussi, l'anticyclone pousse comme ceci, pousse même très, très fort comme vous le voyez. Et donc demain, il devrait nous apporter du beau temps, rejetant les perturbations sur le nord de l'Europe. Elles ne font qu'effleurer des Flandres au nord-est. Voici la carte pour demain. Après les brouillards, ce sera du beau temps presque partout, car des Flandres aux Ardennes et au nord-est, un peu plus de passages nuageux, mais de belles éclaircies quand même, et dans ces limites, un peu de nuages également, de l'embouchure de la Seine au Jura. Mais partout ailleurs, c'est du grand soleil, le baromètre est en hausse, le thermomètre aussi, c'est normal, avec de telles conditions anticycloniques, nous irons de 18 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 dans la capitale, et de 23 à 26 degrés sur la moitié sud. Demain, nous serons le mardi 26 juin avec 1 minute de soleil en moins, levé 5h48, couché 21h58. Et si vous ne vous appelez pas antenne, eh bien, on ne vous souhaite pas votre fête. Le dernier journal vous sera présenté fort tard, aux environs de 23h45, par Jacques Segui. Demain, vous retrouverez Antenne de Midi à 12h45 et C'est la vie à 18h30. Bonsoir, à demain 20h.